À l'âge de 13 ans, Jeff Bridges a griffonné 3 mots obsédants sur la porte de sa chambre, des mots qui le suivront pendant des décennies. Alors que le monde voyait une icône hollywoodienne, un homme né dans la célébrité, Jeff menait discrètement une guerre invisible. Derrière son sourire calme et son charme facile, se cachaient des crises de panique si intenses qu'il se cachait parfois dans des garages pour éviter son propre père. Aujourd'hui encore, à 75 ans, son cœur bat à 148 pulsations par minute pendant les tournages plus que jamais, pendant ses traitements contre le cancer. Récemment, lors d'une importante cérémonie de remise de prix, Jeff a enfin rompu le silence. Ce qu'il a révélé a laissé le public sans voix. Sa confession explique pourquoi il a failli abandonner le métier d'acteur plus d'une fois et pourquoi la célébrité ne lui a jamais semblé tout à fait juste. Jeffrey Leon Bridges est né le 4 décembre 1949 dans un monde de projecteurs et de flashs d'appareils photo. Ses parents, Lloyd et Dorothy Bridges, étaient tous deux acteurs. Au lieu de berceuses et d'histoires à dormir debout, Jeff a grandi entouré de plateaux de tournage et de lumières de studio. Alors qu'il n'avait que 6 mois, ses parents l'ont emmené sur un plateau de tournage. Le réalisateur avait besoin d'un bébé qui pleure à la demande, et l'actrice Jane Greer a donné un léger coup de pinceau à Jeff. Il a gémi au bon moment, et la scène était parfaite. Son nom n'est jamais apparu au générique. Il était simplement mentionné comme « bébé qui pleure ». Des années plus tard, Jeff dira en plaisantant que son premier salaire est probablement allé directement aux couches et au lait maternisé. Quoi qu'il en soit, sa carrière avait commencé sans le savoir avant même qu'il ne puisse dire « maman ». Au fur et à mesure que Jeff grandit, la relation de son père avec Hollywood se complique. Lloyd Bridges avait atteint la célébrité, surtout après High Noon, mais il ne faisait pas entièrement confiance à l'industrie qui l'avait fait grandir. Vers 1957 ou 1958, il fit asseoir Jeff et son frère aîné Beau à la table du dîner et leur montra une liste imprimée des salaires moyens des acteurs. La plupart gagnaient moins de $50 par an. « Concentrez-vous sur l'école », leur dit-il. « Pas d'acteur si vos notes ne dépassent pas B+. » Il leur a même suggéré d'étudier l'ingénierie au lieu de jouer. Cette règle est restée en vigueur pendant des années et a laissé une profonde impression sur Jeff. Il lui a fait comprendre que le métier d'acteur était instable, voire dangereux, et qu'il pouvait disparaître du jour au lendemain. Puis à 13 ans, Jeff a atteint un point de rupture. Il en avait assez d'être considéré comme le fils de Lloyd. Un jour de 1963, il s'est emparé d'un marqueur noir et a griffonné 3 mots provocateurs sur la porte de sa chambre. « Not an actor ». Cette phrase est devenue un acte de rébellion discret, une déclaration selon laquelle il voulait être sa propre personne. Au lieu de courir les auditions, il s'est tourné vers la peinture au Brentwood Art Center, vendant sa première toile le 9 août 1964 pour $35. À la même époque, il a formé un groupe de surf rock appelé The Nozzles et a joué dans de petites foires autour de Santa Monica. Alors que Beau mémorise des scénarios, Jeff mémorise des accords de guitare. Aujourd'hui encore, certains de ses trophées d'art du lycée datant de 1966 trônent dans son studio, rappelant le garçon qui voulait tracer sa propre voie. Mais dans les années 1960, Los Angeles n'était pas seulement une ville d'art et de musique. C'était aussi une ville inondée de tentations. À 16 ans, Jeff fumait de la marijuana avant d'aller en classe et à l'été 1967, il expérimentait le LSD lors de jam sessions à Topanga Canyon. Dans la nuit du 3 septembre, la police l'arrête au volant de sa coccinelle Volkswagen et trouve un joint à moitié fumé dans le cendrier. Comme il était mineur, ils ont appelé son père au lieu de l'arrêter, mais l'incident a ébranlé la famille. Sa mère Dorothy a immédiatement organisé des séances de conseils hebdomadaires. Son père, déterminé à le rejoindre, a conduit Jeff à 2 réunions de désintoxication en octobre à Malibu. Jeff
dira plus tard qu'il s'est senti à la croisée des chemins, qu'il était sur le point de rater la bretelle d'accès à la vie. C'était sa première véritable prise de conscience, les conférences ne fonctionnant pas. Lloyd a essayé quelque chose de différent. Un matin du début de l'année, 1968, au cours du petit déjeuner, il dit à Jeff quelque chose qui changera à jamais son point de vue. « Si tu deviens acteur, dit Lloyd, tu pourras tout faire. Piloter des avions à réaction, jouer de la musique, peindre des tableaux, sans avoir à t'engager dans l'armée de l'air ou dans un groupe. Un seul métier des vies à l'infini. » Cette idée simple a touché une corde sensible. Pour la première fois, le métier d'acteur ressemblait à une liberté et non à une cage. Peu après, Jeff a accepté un petit rôle dans la série télévisée Sea Hunt, de son père en partie, pour gagner assez d'argent pour s'acheter une nouvelle guitare Stratocaster. Ce qui n'était au départ qu'un projet secondaire est devenu une révélation. Le métier d'acteur lui permettait d'explorer toutes les facettes de sa personnalité. Pourtant, Jeff n'est pas prêt à s'abandonner complètement à Hollywood. Le 12 mai 1967, alors qu'il n'a que 17 ans, il entre dans un bureau de recrutement et s'engage dans l'armée américaine. S Coast Guard Reserve. Son service durera 8 ans. C'était un engagement fondé sur la discipline et l'évasion, une chance de trouver quelque chose de solide dans un monde fait de faux-semblants. Et même si son étoile commençait lentement à monter, les 3 mots qu'il avait écrits sur la porte de sa chambre, « Pas un acteur », continuaient à résonner dans son esprit, lui rappelant que même si les projecteurs étaient braqués sur lui, il était toujours à la recherche de quelque chose de réel. Cela lui a permis de ne pas participer à la guerre du Vietnam, mais a également ralenti sa carrière cinématographique. Il travaillait les week-ends pour enlever la rouille des bouées et faisait des gardes de minuit. Il dira plus tard que c'était de la torture. L'emploi du temps lui laisse néanmoins suffisamment de temps pour jouer pendant les pauses. C'est alors qu'il tourne The Last Picture Show en 1971 et Thunderbolt and Lightfoot en 1974, 2 films qui lui valent des nominations aux Oscars. Il portait son uniforme et courait après les récompenses en même temps. En 1975, il a finalement quitté la garde côtière. Par coïncidence, c'est aussi l'année où l'Amérique a mis fin à l'appel sous les drapeaux. En 1967, Jeff avait également pris un bus Greyhound pour se rendre à New York afin d'étudier au Herbert Berghof Studio. L'école était réputée pour ses cours d'art dramatique, mais Jeff ne s'y intéressait guère. Il était plus excité par les clubs de musique et l'art de la rue. Il a apporté son appareil photo panoramique et a passé du temps à prendre des photos dans le métro et à discuter avec des musiciens et des peintres. Il a sauté des répétitions pour se faufiler dans les soirées de micro ouverts au Café Wa. Il n'est resté que quelques mois avant de rentrer chez lui, mais même cette courte période lui a donné une phrase qu'il pouvait dire à ses parents chaque fois qu'ils lui demandaient s'il était sérieux dans sa démarche d'acteur. Même après avoir été nommé aux Oscars, Jeff a failli abandonner. En 1972, il achète une maison sur la plage de Malibu et loue un studio à Venise, non pas pour travailler sur des films, mais pour faire de la musique et peindre des scènes de l'océan. Pas de contrat d'enregistrement, pas de galerie d'or. Il voulait juste de l'espace, une pause. Il a dit à son père qu'il pourrait sauter les prochains films. Puis, soudainement, de grands rôles ont commencé à se présenter. Cette pause n'a pas duré longtemps. En 1973, le fait qu'il parle d'arrêter de fumer inquiète toute la famille. Ils ont organisé une réunion dans leur salon de Holmby Hills. Dorothy, toujours au centre de la famille, sort un carnet où elle note toutes les auditions et tous les emplois de Jeff. Lloyd rappelle à Jeff que le métier d'acteur lui permet d'utiliser tous ses talents à la fois. Dorothy a ajouté que tout le monde s'entraidait et qu'ils avaient besoin que Jeff continue à ramer avec eux. Quelques jours plus tard, Jeff a accepté de jouer dans The Iceman Cometh, un film qu'il avait déjà essayé de refuser. Le réalisateur s'est même rendu dans son atelier pour le convaincre. Ce petit coup de pouce l'a ramené sous les feux de la rampe. C'est l'été 1975 à Paradise Valley, dans le Montana. Jeff Bridges a 25 ans et tourne une étrange petite comédie intitulée Rancho Deluxe. Un après-midi, il lève les yeux
et aperçoit une femme qui traverse la salle à manger de l'hôtel Chico Hot Springs. Elle avait 2 yeux noirs et un nez frais, mais Jeff ne pouvait s'empêcher de la regarder. Il n'arrêtait pas d'oublier son texte. L'équipe en plaisantait à chaque fois qu'il ratait une prise. Entre 2 tirs, il s'est approché d'elle et l'a invitée à dîner. Elle a refusé. Elle s'appelait Susan Gaston, une étudiante en économie qui travaillait là pour gagner un peu d'argent. Elle lui a dit non, peut-être qu'on se reverra dans le coin. C'est une petite ville. Ce moment est resté gravé dans sa mémoire. 3 nuits plus tard, ils ont dansé ensemble à la soirée de clôture. C'était gênant, mais mignon. Ils ne se sont pas lâchés. Le lendemain matin, ils sont allés visiter des ranchs près de la rivière. Jeff a toujours une photo de ce jour-là dans son portefeuille. Il dit que c'est comme une machine à remonter le temps qui le ramène au moment où il a su qu'il avait trouvé l'élu de son cœur. En 1976, la Paramount lui confie le rôle de Jack Prescott dans le remake de King Kong. Le budget est de 24 millions de dollars, ce qui en fait le film le plus cher jamais réalisé à l'époque. Plus de 8 millions de dollars ont été dépensés pour la promotion. Ils ont promis d'énormes primes si le film dépassait les 60 millions de dollars dans le monde. Personne n'y croyait, mais le week-end d'ouverture a rapporté 7 023 921 dollars dans 974 cinémas, soit le plus gros démarrage de décembre de l'histoire. 10 jours plus tard, le film avait déjà rapporté plus de 26 millions de dollars. À la fin, il a atteint environ 90 millions de dollars. Ce succès a eu un prix. Pendant près de 2 ans, Jeff a enchaîné les interviews, les publicités et les négociations contractuelles. Il a dit un jour en plaisantant que le singe géant n'avait pas seulement attrapé une fille, mais aussi son compte en banque, et qu'il ne voulait plus le lâcher. Puis vint 1977. Suzanne avait été à ses côtés pendant tout le chaos. Un jour, elle l'a regardé et lui a dit « Je vais avoir des enfants et m'enraciner avec toi ou sans toi. » Cela l'a frappé de plein fouet. C'était un lundi. Mercredi, ils faisaient les 100 pas dans leur maison de Malibu, se demandant si s'installer signifiait renoncer à sa liberté. Il a même appelé son frère Beau en larmes. Le jeudi, il a conduit Suzanne sur une plage venteuse de Zuma. Il a sorti une bague turquoise de son jean et l'a demandée en mariage. Ils se sont mariés 5 jours plus tard, le 5 juin 1977, lors d'un petit mariage dans le jardin en présence du pasteur luthérien de la jeune femme. Jeff a dit plus tard que ces paroles l'avaient sauvé, car sans elles, il aurait pu continuer à dériver jusqu'à ce que tout s'écroule. Mais il n'a pas dérivé. Il s'est souvenu de Paradise Valley et de ce qu'il ressentait. Le matin suivant leur première danse, Suzanne et lui avaient visité une vieille ferme près de la rivière Yellowstone. Jeff raconte qu'une voix lui a dit « Ne laisse pas cet endroit où cette femme s'échappait ». En 1979, il a acheté 320 acres à l'extérieur de Livingston. Il a construit une simple cabane en cèdre sans téléphone, de sorte que les studios ne pouvaient pas le joindre. Dans un article du New York Times datant de 1977, il admet qu'il saute des auditions pour peindre et pêcher. Son agent a parlé de suicide professionnel. Jeff a même fait exprès de demander des honoraires très élevés, en espérant que les studios feraient une marche arrière. Au lieu de cela, ils ont continué à lui faire des offres. Il dit que la cabine est devenue sa façon de respirer. Quand les choses devenaient trop bruyantes à Hollywood, il s'échappait dans le Montana. Il réparait les clôtures, s'asseyait au bord de la rivière et disparaissait pendant des semaines. Pourtant, l'attrait de la famille était fort. Son père, Lloyd Bridges, avait plus de 150 films à son actif. Il a déclaré un jour à un journaliste qu'il ne mettait jamais la pression sur ses fils. Mais lorsque Jeff a commencé à refuser de grands rôles, il a dit que c'était un gaspillage de talent. Ça fait mal. Jeff a dit qu'il était brûlé parce que son père l'avait toujours soutenu. Des magazines spécialisés comme Variety affirmaient que Jeff était sur le point de devenir célèbre s'il s'engageait. Jeff a donc passé un accord avec lui-même. Il acceptait des rôles sérieux, mais seulement s'il pouvait retourner dans le Montana entre-temps. L'un de ses rôles, Cutter's Way en 1981, lui a permis de prouver à son père qu'il s'intéressait à la comédie, mais pas plus qu'à la paix. Il avait 31 ans.
et se tenait devant quelque chose qu'il ne comprenait pas. Le film n'utilise les effets numériques que pendant 15 à 20 minutes, mais il donne l'impression que le futur est arrivé. Même les animateurs de Disney ne voulaient pas y toucher. Ils avaient peur que les ordinateurs prennent leur travail. L'Académie a refusé de le nommer pour les effets visuels parce qu'elle considérait que l'utilisation d'ordinateurs constituait une tricherie. Jeff était nerveux. Pendant les répétitions, il a même demandé au réalisateur si les ordinateurs pouvaient aussi remplacer les acteurs. Ce que vous voyez dans le film, son visage crispé et inquiet, ce n'était pas de la comédie. Il avait vraiment peur. Plus tard, il a plaisanté sur le fait que Tron lui faisait regarder par-dessus son épaule chaque fois qu'il voyait un écran d'ordinateur. En 1984, les choses se sont aggravées. Pour Starman, il a dû jouer le rôle d'un extraterrestre apprenant à se déplacer comme un humain. Il a effacé toutes ses habitudes. Ne pas se pencher, ne pas s'avachir, ne pas cligner des yeux sans le vouloir. Il a étudié un danseur pour obtenir les bons mouvements et a passé 115 jours à devenir lentement plus humain à l'écran. Les critiques sont adorées. Il a été nommé aux Oscars, mais après, il ne se sentait plus lui-même. Il s'est inscrit à une thérapie pour se rappeler qui il était. Il s'est rendu chaque semaine à Santa Monica pendant près d'1 an, essayant de retrouver le vrai Jeff. En 1985, il tourne Jagged Edge avec Glenn Close. Le film était torride, et tout le monde parlait de la scène de la maison sur la plage. Les tabloïds ont publié les photos. Suzanne n'était pas ravie. Après avoir vu Jeff flirter sur le plateau pendant 10 ans, celui-ci a dépassé les bornes. Elle lui a dit encore une partie comme ça, et je suis fini. Les amis ont dit que les dîners étaient devenus tendus. Les gens faisaient des blagues qu'elle ne trouvait pas drôles. Jeff dira plus tard que ce film a failli rompre la paix à la maison. Il n'y avait pas que les films qui mettaient leur mariage à l'épreuve. Pendant le tournage de Against All Odds en 1983 et 1984, Jeff était souvent seul sur le plateau au Mexique. Les journalistes commencent à le comparer à Paul Newman et Robert Redford. La pression lui pèse. En 2011, il a finalement admis qu'il buvait beaucoup pendant cette période. Tequila herbe soirée tardive. Un journaliste l'a même vu vomir lors d'une interview. Selon Jeff, c'est à ce moment-là que l'alcool a cessé d'être un plaisir. Il a commencé à contrôler son emploi du temps. Puis vinrent les Fabulous Baker Boys. Jeff a demandé du temps pour apprendre le piano jazz, espérant pouvoir passer à la musique live si tout s'écroulait. Il s'est réveillé à 5h pour les leçons. Il a copié Bill Evans. Il s'est même entraîné à mimer des bandes sonores. Il a travaillé dur. Mais le 13 octobre 1989, le film sort et explose. 2 nominations aux Oscars d'excellentes critiques. Tout le monde l'a aimé. Au lieu de lui offrir une porte de sortie, le film l'a enfermé encore plus profondément dans le monde hollywoodien. Jeff a déclaré plus tard en riant que le piano était son plan d'évasion, mais qu'il s'est retourné contre lui, un accord à la fois. Au cours de l'été 1990, Jeff Bridges se retrouve en face de Robin Williams sur le plateau de tournage de The Fisher King. Robin était en feu improvisant, prise après prise, parfois vainquant à la suite. Jeff ne savait jamais ce qui allait suivre. Un soir, au milieu du Bowery, Robin s'est lancé dans un délire de 3 minutes sur les nuits médiévales. Jeff s'est figé. Il n'arrivait pas à trouver sa réplique. À 2h15 du matin, il est sorti du plateau à trouver une cabine téléphonique et a appelé sa femme Suzanne. Il lui a dit qu'il se sentait tellement ébranlé qu'il aurait peut-être besoin d'une thérapie. Les archives du studio ont montré par la suite que l'assurance avait payé une séance d'urgence le 27 juillet 1990. En 60 ans de carrière, c'est la seule fois où Jeff a facturé une thérapie à un film. 8 ans plus tard, le 6 mars 1998. The Big Lebowski sortait en salle. Le film n'a pas rapporté beaucoup d'argent, du moins au début, mais dès 2002, les séances de minuit étaient de bondées. Les fans hurlaient des répliques à l'écran. Jeff a trouvé ça drôle. Puis les choses sont devenues bizarres. Le 20 avril 2005, une religion parodique appelée judaïsme est née. En l'espace de 10 ans, elle comptait plus de 600 000 prêtres autoproclamés.
Lors d'une manifestation à L.A. en 2007, les gens ont fait la queue pour demander à Jeff de bénir leur Russe blanc. Il a admis plus tard que tout cela l'avait fait paniquer. Il a dit que c'était flatteur, mais certaines personnes ont agi comme s'il vivait réellement dans ce peignoir. Après 2008, il a cessé de se rendre au Lebowski Fest. Il dit que des inconnus ont même essayé de le suivre dans les toilettes. Elle voulait de la sagesse. Lorsque le DVD est sorti en 1999, ses filles n'ont pas été impressionnées. Isabelle avait 18 ans, Jessica 6 en Harley, 14 ans. Soudain, leurs amis avaient des autocollants « Dude Abides » partout dans leur casier. Lors du dîner du 21 mai 1999, ils ont donné à Jeff une liste écrite à la main. Le titre était « Why It's Weird You're Famous ». Pourquoi c'est bizarre que tu sois célèbre? Ils lui ont dit que les enfants de l'école se moquaient d'eux parce qu'ils juraient. Ils l'ont supplié de trouver un emploi de bureau comme les autres pères. Jeff a gardé cette note. Des années plus tard, lors d'une interview en 2014, il l'a montrée avec fierté. Il a déclaré que ses critiques les plus sévères étaient toujours à la maison. En 2000, il a tenté quelque chose de nouveau. Il a participé à la production de The Contender, un drame politique. Il voulait avoir plus de contrôle sur ses propres projets, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. DreamWorks a acheté le film et l'a recoupé. Gary Oldman et son partenaire producteur sont furieux. Ils prétendaient que la nouvelle version véhiculait un message démocrate. Les gros titres ont suivi. Le budget était de 20 millions de dollars. Il n'a rapporté que 17,9 millions de dollars. Jeff jouait le rôle du président, mais passait la plupart du temps à esquiver les tirs politiques. Dans des interviews, il a déclaré plus tard que le stress avait presque tué le plaisir d'être acteur. Il a appris que produire un film sur la politique peut vous épuiser rapidement. En 2009, Jeff a failli passer à côté du rôle qui lui vaudrait un Oscar. Crazy Heart raconte l'histoire d'un chanteur de country déglingué Bad Blake. Jeff a d'abord refusé. Il en avait assez de jouer des hommes abîmés. Le réalisateur Scott Cooper l'a supplié pendant des semaines. Jeff n'a accepté qu'après que T-Bone Burnett a rejoint le projet. Il a accepté de le faire, mais seulement s'il pouvait chanter ses propres chansons. Le film a coûté 7 millions de dollars et a rapporté 39,5 millions de dollars. Il a remporté 40 prix importants. Jeff dit que le simple fait d'y penser lui donne des frissons. Il est toujours hanté par cet accident évité de justesse. Un oui à contre-cœur a tout changé. Lors de la cérémonie des Oscars 2010, alors qu'il tenait enfin la statuette dorée, quelque chose s'est produit. Il a remercié ses parents décédés. Sa voix s'est brisée. Il a qualifié le métier d'acteur de groovy. Les mots ne ressemblaient pas à un discours répété. Ils semblaient réels. En coulisses, il a dit en plaisantant que la victoire n'effacerait pas le mec. Au fond de lui, il savait que c'était vrai. Pour la plupart des gens, ce moment ressemblait à de la joie. Mais pour ceux qui le connaissaient, cela ressemblait à un soulagement. Après 40 ans, il était enfin en paix avec tout cela. La même année, les frères Cohen lui offrent le rôle principal dans True Grit. Ils voulaient qu'il joue Rooster Cogburn. Jeff a refusé non pas une fois, mais 3 fois. Il ne cesse de penser à John Wayne. Le rôle lui faisait peur. Les Cohen ont promis de ne pas refaire le film de 1969. Ils étaient en train de filmer le livre. Cela l'a convaincu. Après le tournage, il a avoué quelque chose qui a surpris tout le monde. Il a déclaré que ce refus avait été l'une des plus grandes erreurs de sa vie. Le film a obtenu 10 nominations aux Oscars. Les critiques ont adoré sa version plus sombre de Rooster. Il a prouvé que même les légendes peuvent douter d'elles-mêmes. Mais parfois, le fait d'affronter une ombre débouche sur quelque chose d'inoubliable. En 1994, Jeff a fait un rêve. Il voulait faire un film intitulé The Giver, et il voulait que son père Lloyd Bridges joue le rôle principal. C'est pourquoi il a acheté les droits cette année-là. Mais les studios n'ont pas cru en lui. Ils ont dit que les adolescents ne voudraient pas regarder un film dont le personnage principal est un homme de 60 ans. Jeff n'a pas abandonné. Lorsque Harvey Weinstein a finalement accepté de financer le film en 2013, Jeff avait lui-même vieilli dans le rôle destiné à son père.
Il a souri et a dit que l'attente lui avait donné le bon nombre de rides. Après 7319 jours, The Giver est sorti le 15 août 2014 et a rapporté 12,3 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture. Ce n'était pas une super production, mais pour Jeff, c'était à la fois une fin et un nouveau départ. Il avait réécrit ce scénario x8 fois. Il avait travaillé avec 4 réalisateurs différents. Et enfin, c'était fait. Mais sa vie ne se résume pas au cinéma. En 1983, alors qu'il n'avait que 34 ans, Jeff a commencé quelque chose de très différent. Une organisation à but non lucratif appelée End Hunger Network, réseau de lutte contre la faim. Alors que les gens le considéraient comme une star de cinéma, il a discrètement œuvré à la lutte contre la faim chez les enfants. En 2010, il a déclaré devant le National Press Club que près de 17 millions d'enfants aux États-Unis souffraient de la faim. Se couchait, le ventre vide. Il appelait ce travail la pénitence, se plaignant sans cesse des problèmes d'Hollywood, alors que les enfants n'avaient rien à manger. En 40 ans, son groupe a contribué à faire adopter 5 grands projets de loi sur la nutrition. En 2015, il a même sorti un album de musique ambiante intitulé Sleeping Tapes et a donné les 80 000 $ qu'il a gagnés à No Kid Hungry. Même pendant les promotions de films comme True Grit, il restait sur place pour rencontrer les législateurs et parler des programmes de repas d'été. Il a un jour plaisanté sur le fait que son Oscar faisait une mauvaise cuillère à soupe. Mais le combat discret de Jeff pour les autres ne l'aurait pas préparé à ce qu'il a frappé en octobre 2020. Ce mois-là, à l'âge de 70 ans, il a posté un seul tweet. On lui avait diagnostiqué un lymphome folliculaire non hodgkinien, un type de cancer du sang. La tumeur dans son abdomen mesurait 15 ccm sur 15 ccm. Il perdait du poids et se sentait épuisé depuis des mois, mais il pensait que c'était simplement le stress de la pandémie. Il a immédiatement commencé la chimiothérapie 6 cycles mélangés à une thérapie par anticorps. Il a également médité tous les jours pour rester calme. Au bout de 11 mois, la tumeur ne mesurait plus que 2 cm. En août 2021, son médecin a déclaré qu'elle avait la taille d'une bille. Un mois plus tard, Jeff annonce qu'il est en rémission clinique complète. Pour fêter cela, il a marché 1 kilomètre sans avoir besoin de sa bouteille d'oxygène pour la première fois depuis le début du traitement. Mais pendant le traitement, les choses ont empiré. En janvier 2021, au milieu de son 4e cycle de chimiothérapie, Jeff a contracté le Covid. Son système immunitaire était déjà affaibli. En quelques jours, son taux d'oxygène s'est effondré. Il a été transporté d'urgence en soins intensifs à Santa Barbara et y est resté 5 semaines. Ses poumons étaient tellement endommagés qu'il ne pouvait rester debout que 45 secondes à la fois. Les infirmières l'ont aidé à se relever petit à petit. Il s'est d'abord assis, puis a marché 1,50 m puis davantage. Il a perdu 35 livres et la plupart de ses cheveux. Les médecins ont déclaré plus tard que le vaccin Covid qu'il avait reçu auparavant l'avait peut-être sauvé. Il a déclaré que le cancer lui semblait plus facile que le virus, mais qu'il lui avait fait réaliser à quel point le fil de la vie était mince. Alors qu'il est coincé dans le service Covid, Jeff demande à l'infirmière de lui apporter 2 boîtes à chaussures remplies de lettres. Elles provenaient de sa mère Dorothy. Un soir, alors qu'il les lisait seul, il a découvert quelque chose qui l'a bouleversé. Le mariage de ses parents, qui a duré 58 ans, a failli se terminer en 1969. Lloyd est parti tourner un western et a déposé des papiers de divorce prématuré. Jeff ne l'a jamais su. Les lettres témoignent de la colère, de la frustration et finalement d'une guérison tranquille qui a commencé par une simple carte postale. Réessayons pour les enfants. Jeff est se marié à Suzanne depuis 43 ans. Il a toujours pensé que ses parents vivaient un amour parfait. Maintenant, il voyait la vérité. Il a commencé à parler plus ouvertement avec Suzanne de l'argent, de la peur et de la gratitude. Il dit que ces lettres ont remis sa boussole à zéro. Mais même la guérison a un coût. Entre la chimiothérapie, les soins intensifs et l'oxygénothérapie, les factures d'hôpital de Jeff ont atteint plus de 3 millions de dollars. Il n'avait pas prévu cela. Pour conserver son assurance santé syndicale, il devait retravailler.
Il a donc repris The Old Man, un thriller FX dont le tournage avait commencé début 2020, mais qui a été interrompu lorsque le Covid a frappé. Le tournage s'est de nouveau arrêté après le diagnostic de son cancer, ce qui a coûté environ 1,5 million de dollars au studio, lorsque le tournage a repris en octobre 2021. Jeff avait toujours besoin d'un concentrateur d'oxygène. Il ne pouvait tourner des scènes que pendant 45 secondes à la fois, avant de devoir se reposer. Ironiquement, le plateau qu'il craignait autrefois est devenu la chose même qui a permis de financer son rétablissement. La première de The Old Man a finalement eu lieu le 16 juin 2022, et les critiques ont salué sa performance fatiguée et réelle. Ce n'était pas de la comédie, il s'agissait de survivre. Le 29 avril 2024, Jeff est monté sur la scène du Alice Tully Hall en smoking pour accepter le 49 et prix de l'aumônier. Mais au lieu de faire un discours habituel, il a étonné tout le monde. Il a raconté comment, adolescent, il avait des crises de panique lorsque son père lui demandait de répéter. Une fois, il s'est même caché dans le garage pendant 2 heures, espérant que son père oublierait la scène. Il a lu son ancien journal. Agir, c'est comme porter